Aujourd'hui, je voulais faire un petit match comparatif entre ce qu'on était capable de sortir comme analyse de données avec l'IA versus ce que quelqu'un est capable de faire à main comme un bon vieux analyse de données. Donc, je vous amène aujourd'hui avec moi par rapport à mes super statistiques de golf. Pour ceux qui ne savent pas encore, je joue au golf depuis cette année et je m'étais donné quelques objectifs. En fait, pour pas avoir l'air d'un clown en allant jouer avec des clients ou des clients potentiels, c'est ce que vous voyez à l'écran présentement. Donc, j'ai les objectifs A, B et C. Finalement, la saison est terminée au mois d'octobre et on se rend compte que j'ai échoué 2 objectifs sur 3, ce qui n'est pas la fin du monde. C'est intéressant toujours de réussir ces objectifs, mais c'est encore plus intéressant en fait des échouer pour être capable d'aller lire et d'aller comprendre ce qui s'est passé pour expliquer l'échec. Fait qu'aujourd'hui, on fait l'analyse sur un des trois qu'on a échoué, bien sûr, fait que le premier, parce que en réalité, c'est un des plus simples à analyser, donc pour le but de la vidéo, c'est définitivement un petit peu plus facile d'aller expliquer le premier versus les deux autres qui ont beaucoup plus de facteurs et de variables à entrer pour être capable de faire l'analyse. Le premier est assez simple, donc on clique dessus, ça nous amène à cette super page qui inclut une vidéo de ma swing de Tiger Woods, incroyable, c'est... En fait, juste à la vidéo, quelqu'un qui joue au golf peut comprendre pourquoi l'objectif n'est pas réalisé, c'est ça qui est comique, mais bon, allons-y, on a des données, donc on va prendre le temps de les analyser correctement. On voit qu'on est seulement à 250 verges atteintes sur les 275 qui étaient visées, qui était l'objectif, et on peut analyser un peu ce qui s'est passé à travers les sessions et les mois. Donc, si on regarde le premier graphique en haut, on regarde rapidement qu'est-ce qui s'est passé. On voit qu'il y a eu une augmentation quand même des distances jusqu'à atteindre le pic, c'est-à-dire le maximum au niveau du mois de juin, fin juin, en 250. Et par la suite, ça descend pratiquement constamment jusqu'au début septembre. Puis après ça, mi-septembre, on a une petite augmentation qui s'est passée, mais de manière générale, la tendance, elle est à la baisse. On peut en fait continuer sur la vitesse du bâton quand je frappe. Fait que c'est un peu le même constat. On se rend compte qu'il y a une augmentation quand même assez importante de mai à juin, c'est-à-dire que là, je commence à accélérer à 98 000 à l'heure de moyenne de bâton. J'ai quand même accéléré de beaucoup versus 91 au mois de mai. Juillet, on s'approche, 96, une petite descente, mais après ça, on se rend compte dans les mois d'août et septembre qu'il y a un ralentissement quand même assez important. Ce qui explique aussi pourquoi les distances sont en baisse, la vitesse de frappe est en baisse. Au niveau de l'autre indicateur qui est la vitesse de balle, on voit un peu le même principe qu'on a une augmentation quand même qui suit la vitesse de frappe et un ralentissement par la suite. On voit quand même que la descente de la fin de saison est moins prononcée en termes de vitesse de balle, puis ça indique que la balle était mieux frappée sur le bâton, mais quand même, il y a une limite, c'est-à-dire que même si la balle elle est frappée parfaitement au centre du bâton, si le bâton va passer vite, il va passer vite. Fait que ça ne règle pas du tout le problème. Il y a plein d'autres facteurs aussi qui sont ici, mais qu'on pas obligé de passer à travers parce que ça rallonge la chose, mais entre autres, ceux qui jouent au golf voient ce chiffre-là, rotation de la balle, puis ils me disent « ça n'a pas de bon sens, Eric, c'est sûr que tu as trop de spin et ça fait que tu n'atteindras jamais, dans le fond, les distances parce que la balle a beaucoup trop de rotation arrière. » C'est vrai, ça s'explique par cette magnifique swing de baseball que vous voyez là. La mauvaise rotation arrière est présente, peu importe, que ce soit au début de la saison ou à la fin, je n'ai pas nécessairement travaillé à corriger ma swing, ça sera un problème pour la saison prochaine. Donc au moins, on a une consistance là-dedans. De voir les chiffres augmenter et descendre, ce n'est pas une histoire de rotation, de spin qui change, c'est vraiment une mauvaise swing de golf qui est à l'œuvre. Fait que les faits sont là. La distance parcourue de la balle, elle n'a pas été atteinte parce que, en fin de saison, au lieu d'augmenter la vitesse de frappe, il y a eu une descente de la vitesse de frappe. Donc c'est sûr et certain que déjà là, juste avec ça, avec ces faits-là, on ne pouvait absolument pas atteindre l'objectif parce qu'on a ralenti au lieu d'accélérer. Donc, ça, c'est les faits. Maintenant, essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est plus difficile, ça c'est sûr et certain. Ce que je voulais faire aujourd'hui, donner, dans le fond, les mêmes données brutes, donner le même rapport à GPT-5. On va demander à GPT ce qu'il en pense au niveau des faits, on va valider que les faits sont bons, puis après ça, on verra ce que lui nous suggère en termes d'explication. Et moi, je vous dirai ce qui s'est passé avec
le contexte, puis on va voir si GPT est capable de le déduire. Ça va être ça un peu l'exercice. On est maintenant dans Copilot. On lui a donné un screenshot, c'est-à-dire une capture d'écran du rapport en question qu'on a regardé ensemble, et on lui donne un prompt, c'est-à-dire des instructions pour qu'il fasse l'analyse. On lui mentionne quand même les vecteurs d'analyse les plus importants pour pas qu'il se perde à gauche ou à droite. On lui mentionne quand même l'objectif et on lui demande de faire une petite analyse qui permet de comprendre ce qui s'est passé. Donc on y va, on sélectionne le GPT-5 pour lui donner un petit coup de main et on attend les résultats. Résultats qui se font pas trop atteindre. On nous répète un peu les constats, bon, que 250 sur 275, la moyenne observée, même chose pour la vitesse de balle, rotation. Ça, c'est excellent de la part de GPT, c'est-à-dire que lui, lui mentionnant que c'était du golf, est allé chercher sur Internet d'autres choses pour contrevalider si bel et bien ce qu'on voyait là fait du sens, puis il nous donne même de l'information additionnelle qui n'était pas dans le rapport. Là. Bref, ça c'est vraiment une analyse assez exacte de ce qu'on lui a donné, fait que ça, bravo, c'est du bon travail quand même. Fait que ce qu'on va lui faire maintenant, c'est qu'on va lui donner les données brutes pour qu'il fasse vraiment l'analyse au complet en ayant tout ce qu'il a besoin. J'ai un deuxième prompt ici que je colle. Je lui dis de contrevalider ses propres conclusions qu'il a faites en premier. Et je lui dis en plus de proposer des pistes de solutions basées sur la combinaison des deux. Donc je vais charger ce fabuleux fichier-là, données driver en CSV, on lui donne ça. Alors là, on a l'analyse du fichier CSV. Évolution temporelle, c'est ce qui nous intéresse le plus. Les variations semblent davantage liées à la qualité du contact smash factor et spin qu'à une augmentation durable de la vitesse de bâton. Voyez-vous, ça, c'est extrêmement problématique, parce que ce n'est absolument pas le cas. Donc si on retourne, on se rend compte que le smash factor qui est indiqué ici dans la petite boîte qui apparaît, 1.39, 1.34, 1.43, 1.42, 1.41, il y en a une variation de smash factor, mais elle est absolument pas énorme. Le smash factor, pour s'en rappeler, c'est vitesse de frappe divisée en la vitesse de la balle ou vice-versa. C'est le rapport entre les deux lignes qu'on voit là. Donc s'il y aurait eu vraiment une grosse différence, c'est-à-dire le bâton qui augmente et la vitesse de balle qui descend, ça veut donc dire que le smash factor ou l'endroit où on frappe la balle, il est pas bon. C'est-à-dire que j'ai frappé au mauvais endroit, on frappe pas au centre du bâton, et donc on a beau frapper vraiment fort, la balle va pas loin parce qu'elle n'est pas frappée au centre du bâton. Fait que ça amènerait que les lignes ne se suivent pas. C'est-à-dire le bâton va plus vite, la vitesse de la balle, elle descend. Fait que c'est ça qui se passerait normalement quand on a une variation de smash factor, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de corrélation entre ces deux lignes-là. Mais quand on regarde ces deux lignes-là, il y en a une corrélation. Là. Les augmentations suivent ensemble et descendent ensemble. Donc, quand on regarde ce que ChatGPT nous dit ici, les variations semblent davantage liées à une qualité de contact, smash factor spin. Le spin, je comprends, mais le spin, comme on disait, il est mauvais, peu importe, avec une augmentation durable de la vitesse du bâton. Ben non. En fait, il y a une dégradation de la vitesse de bâton. Fait que là, déjà là, on est comme... Je veux te donner, encore une fois, je veux te donner une analyse, je veux te convaincre, je veux te plaire, mais les faits sont un petit peu écartés. Quand on demande de faire de l'analyse à ChatGPT, il n'est pas fait de manière à sortir la vérité absolue. Il est programmé de manière à vous sortir quelque chose qui va vous plaire en réalité. Souvent, il va vous donner quelque chose qui sonne bien, comme si moi j'avais besoin de présenter ça, mais qui n'est pas nécessairement basé sur les chiffres. Puis quand il n'est pas certain, bien, il préfère vous donner quelque chose dont il a l'air certain que vous donnez une réponse plate comme « je ne le sais pas ». C'est super pratique ça comme comportement quand on cherche une recette de macaroni fromage à cuisiner le soir, où est-ce que lui il va choisir la première puis il va vous dire « ça c'est la meilleure ». Mais quand on essaie de faire des tâches qui sont techniques, qui sont précises, puis on a ce genre des hiccups qu'on appelle, c'est-à-dire des soubresauts de qualité de réponse, ben en fait c'est extrêmement problématique parce que si moi je prends ça, puis que je mets ça dans des rapports pour justifier à des actionnaires ce qui se passe, ben littéralement, je suis en train d'induire tout le monde en erreur. Là. C'est aussi simple que de me fier à quelqu'un qui me mentirait tout simplement pour me donner quelque chose pour me rendre heureux plutôt que de se fier à ce qui est bon derrière. Là. Fait que c'est comme le comportement de base de GPT. Vous pouvez quand même lui dire dans les prompts de respecter à 100% la vérité, de revérifier, puis souvent il va changer sa réponse,
Mais vous comprenez que le mal est fait. Le comportement de base de répondre quelque chose qui semble précis, semble vrai pour plaire, lui, c'est le comportement de base. Fait que l'amener dans le sens contraire, lui dire tu peux juste me donner la réalité, puis si tu le sais pas, tu me le dis, je ne le sais pas. À un moment donné, on se demande, c'est ça le problème, c'est que la relation de confiance, elle est déjà un peu brisée, où est-ce qu'on sait qu'à de base, il se bat pour te donner ça, et là, tu dois lui faire confiance que parce que tu lui as demandé de donner juste les bonnes choses, il va donner les bonnes choses. Ça pourrait être une vidéo au complet là, où je vous montre quand je lui dis tu as fait une erreur, recalcule. Parfois, ça prend plusieurs fois avant qu'il donne la bonne chose, puis des fois, il donne jamais la bonne chose parce qu'il est juste incapable, au point où est-ce qu'il va te dire à un moment donné, visiblement, j'ai pas les outils nécessaires pour arriver à la bonne réponse. Donc, voilà. Tout ça pour arriver à la piste d'amélioration ciblée. Donc, on parle d'optimiser l'angle d'attaque, de stabilité et de centrage. Fait que ça, c'est par rapport au Smash Factor. Fait que déjà là, on a une piste de solution qui fait pas de sens parce qu'elle est basée sur une conclusion qui est erronée. Le physique, augmenter la vitesse du bâton. Effectivement, on pourrait faire des séances d'entraînement physique parce que c'est des muscles au final. Hein, fait que se muscler pour essayer d'améliorer la vitesse. C'est ce que j'essaie de faire au début de saison d'ailleurs pour augmenter. Ça augmentait. Vous avez vu un peu où je m'en viens avec tout ça. Le plan réaliste. On dit améliorer ton Smash Factor, améliorer l'endroit où tu frappes la balle. Augmenter ta vitesse, c'est-à-dire t'entraînes-toi pour frapper plus vite. Et long terme, ben, combine les deux pour y arriver. C'est pas terrible, dans le sens qu'il y a de la vérité là-dedans, mais il y a aussi des choses qui sont fausses. Ce qui n'est pas un problème quand on essaie d'analyser du golf, mais si on essaie d'analyser des chiffres de performance d'entreprise, des chiffres financiers, c'est vraiment un petit peu épeurant. Ben moi j'ai une réponse différente, puis vous l'aurez deviné, parce que de mon côté, ben c'est ma partie de golf. J'ai l'avantage d'avoir été présent à mes propres parties de golf et donc de comprendre le contexte autour de ce qui se passait. Dans mon objectif global, qui était plus large, de ne pas avoir l'air d'un clown sur le terrain de golf, il y avait d'autres objectifs. Donc notamment, on avait l'objectif de réussir les parties sous les 100. Objectif réussi. Puis si on y va rapidement quand même, d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, on se rend compte qu'en début de saison, dans le bas de la liste ici, qu'en début de saison, faire un bon score, c'est-à-dire un score en dessous des 100, puis tu sais, bon score c'est relatif, mais pour moi c'est ça que je visais, c'était difficile. On avait beaucoup plus de parties au-dessus des 100 qu'en bas des 100. Et quand on va plutôt vers la fin de saison, on se rend compte que là, il y avait beaucoup plus de parties qui sont en dessous des 100 qu'au-dessus de 100, ce qui est complètement l'inverse en début de saison. Fait que ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte moi-même en jouant que souvent, ce qui arrivait avec mes mauvais scores, c'est que je passais trop de temps à faire mes frappes de départ qui sont complètement dans le bois. Et ça me donne automatiquement donc des coups de pénalité et ramener un score après ça, après avoir fait les mêmes niaiseries 2-3 fois, ben, ça devient un peu plus difficile. Ce qu'on peut faire pour éviter d'envoyer sa balle dans le bois, c'est de ralentir sa swing. Ralentir sa swing pour regagner du contrôle et donc faire des meilleurs scores. Donc, on peut le voir, il y a eu quelque chose en milieu de saison qui a dit on arrête d'essayer de l'envoyer loin. Mais ce que ça a donné comme résultat, par exemple, c'est de voir, donc on y va mois par mois, la distance, la déviation latérale, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ici, on était quand même assez loin, je rajoute juin, on était moins loin, mais plus proche, juillet, plus loin, mais on se rééloigne encore, mois d'août, moins loin, encore plus loin, mais au mois de septembre, on avait un bel équilibre, c'est-à-dire en termes de distance, ça va et on est proche du zéro. Donc, définitivement, ce que j'essaie d'atteindre, c'est-à-dire d'arrêter de l'envoyer le plus loin possible, mais juste la mettre le plus au centre possible. Vous allez me dire, Eric, ouais, mais t'as triché, t'as dit contexte que ChatGPT avait pas pour arriver à la conclusion. Ben oui, c'est exactement ça mon point. Dans la vie, il se passe des choses que ChatGPT est pas au courant. La manière de remédier à ça, c'est de dire, ben je vais donner tout ce contexte-là à GPT pour qu'il puisse le savoir et donc prendre la décision en ayant tout le contexte. Mais un contexte, ça change toujours. En plus de ça, le contexte, il est différent en fonction de qui le donne. Donc, que ce soit la personne qui doit analyser le rapport, n'a pas nécessairement le contexte de la personne de plancher. Donc, un exemple plus concret, c'est par exemple, vous avez une machine sur votre plancher qui fonctionne au ralenti depuis plusieurs mois. Puis à cause de ça, quand on regarde les rapports, on se rend compte que l'optimisation, je sais pas moi, de la machine qui devait sortir 300 pièces par mois, ben elle en sort juste 250. Puis le rapport est donc dit
ça marche pas, on met ça dans ChatGPT, ChatGPT va dire, ramener la machine à sa vitesse maximale prévue pour avoir une meilleure efficacité, c'est juste logique, c'est pas compliqué. Le contexte qu'on n'a pas nécessairement, c'est que la personne sur le plancher, l'opérateur qui connaît sa machine, lui, ça se peut très bien qu'il sait que sa machine, il y a des pièces qui sont usées, que le réparateur ou que la pièce en question est plus disponible, puis qu'il est plutôt en mode survie, où il dit, moi, je la ralentis parce que c'est de loin supérieur pour l'entreprise de garder une machine qui tourne moins vite avec moins d'efficacité que de devoir la briser, attendre des mois pour une pièce qui n'arrivera pas et devoir endurer des mois de pas de machine, pas de production du tout. Là. Ce contexte d'affaires-là que les humains comprennent parce qu'ils se parlent entre eux, puis ils vivent le quotidien, de penser que GPT est capable de savoir ça instinctivement avec quelques lignes de code ou parce qu'on utilise la voix pour y en donner plus, c'est vrai que ça fonctionne comme truc. C'est irréaliste de penser que le cerveau des gens qui connaissent une entreprise va être moins bon que ce que ChatGPT va vous donner assez rapidement. ChatGPT a plein de forces, mais en termes de contexte d'entreprise, il ne sera jamais à la hauteur des gens qui connaissent vraiment ce que vous faites, puis c'est quoi les défis actuels. Donc, c'est un peu ça le but du vidéo, c'était vous montrer que en ayant du contexte qui n'est pas dans les données, on est capable de faire une meilleure analyse. Ça semble niaiseux, mais des fois, il faut le démontrer quand même pour se rappeler que on a beau avoir tous les outils AI meilleurs de ce monde, il y a des choses qui se font mieux quand même en dehors de tout ça ou à l'aide, en combinant les deux, mais aussi de vous illustrer les hiccups qu'on parlait tantôt, c'est-à-dire la fâchante tendance des outils AI à répondre quelque chose qui n'est pas vrai, dans l'objectif de vous donner quelque chose qui a l'air bon. Puis ça, c'est encore extrêmement mal compris à garder en tête si jamais vous vous servez des outils AI pour faire de l'analyse comme ça. Et surtout, de ne surtout pas négliger vos gens qui ont le contexte d'affaires chez vous, qui eux sont capables de lier des points qui, sur un tableau, n'ont pas l'air liés ensemble ou que littéralement, il n'y a pas d'indicateur qui parle de ce vecteur-là, mais qui peut expliquer beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le petit espèce de match comparatif, long monologue de mon élan de golf. Et je vous dis à la prochaine.